qui nous rejoignent cet après-midi. Je vous propose de démarrer tout de suite, de poursuivre les travaux. L'un des intervenants n'est pas encore arrivé. Son train doit avoir un tout petit peu de retard. Il nous rejoindra en cours de table ronde. Donc, après avoir vu ce matin d'où on vient, quels sont les enjeux du développement de ce programme éolien français, on va regarder maintenant comment concrètement on peut faire, quelles sont les conditions pour réussir. En 2 tables rondes, 3 tables rondes même, une première table ronde qui va être un focus sur l'évolution des procédures et la simplification des procédures. Une table ronde qui va permettre aux énergéticiens de s'exprimer et de nous dire quel est leur quotidien dans le développement de projets éoliens. Et enfin, une troisième table ronde que je qualifiais ce matin de point d'orgue, que les développeurs de projets éoliens ne m'en veuillent pas de faire un focus sur l'aventure industrielle, mais bien regarder quel est le tapis rouge qui a été déroulé par les territoires, par les régions, par certaines régions, comment les promesses des industriels se sont transformées en réalité, sont en train de se transformer en réalité, et comment les sous-traitants peuvent rejoindre les donneurs d'ordre dans cette aventure industrielle. Alors, tout de suite pour commencer, les conditions pour réussir. Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, est en train de nous rejoindre. Il arrivera au milieu de la table ronde. Laurent Levent, qui est chef du bureau des risques technologiques et des industries chimiques et pétrolières à la DGPR, Direction générale de la prévention et des risques, si vous voulez bien venir prendre place sur scène. Isabelle Derville, Dreal Nord-Pas-de-Calais, Thierry Vatin, Dreal Picardie, qui donc instruisent vos projets sur le terrain. Carmen Munoz-Dormoy, qui raccorde vos projets, elle est directeur régional Champagne-Ardenne pour ERDF. Et puis le nerf de la guerre, bien évidemment, ces financiers, ces banquiers dont je parlais ce matin, sans qui il est impossible de faire quoi que ce soit. Bertrand Fontaine, qui est directeur régional Nord-Pas-de-Calais pour BPI France, et Michel Andrévol, qui est chef de projet finance chez HSBC. Donc, oh oui, Ronan Dantec n'est pas encore arrivé. Bon, écoutez, on démarre quand même, hein, il va nous rejoindre en cours de route. Du coup, on va démarrer avec l'aspect procédure. On a déjà pas mal évoqué l'autorisation unique ce matin. Elle est gérée par la DGPR. Laurent Levent est avec nous aujourd'hui. Alors, Laurent Levent, concrètement, qu'est-ce que ça change, cette nouvelle procédure ? Est-ce que ça marche? Ce sont des micros magiques qui démarrent tout seuls dès que vous les approchez de votre menton. Et je le dis pour tous les intervenants de l'après-midi, parlez bien dans le micro, parce qu'on n'a pas de retour scène, donc vous avez l'impression qu'on vous entend, mais en fait la salle ne vous entend pas. Laurent Levent, procédure unique, donc, autorisation unique, est-ce que ça marche? Déjà avant, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que c'est? Donc la procédure, je pense qu'on en a parlé, c'était abordé à plusieurs reprises ce matin. Il y a de multiples procédures en France. Donc pour l'éolien, on en a notamment identifié 5. Le permis de construire, l'autorisation ICPE, la dérogation espèces protégées, l'autorisation de défrichement et l'autorisation au titre du Code de l'énergie. Donc il y a eu une volonté du gouvernement de simplifier plusieurs choses, dont une partie, simplifier les procédures applicables aux entreprises, rendre la vie plus agréable aux entreprises, donc notamment aux porteurs de projets dans le cadre de l'éolien. Donc il a été décidé de faire une procédure d'autorisation unique. Donc l'idée de cette procédure d'autorisation unique, c'est d'articuler autour de la procédure installation classée l'ensemble des autorisations avec un seul dossier, un interlocuteur unique vis-à-vis de l'exploitant, pour arriver à la fin à une seule décision, je dirais préfectorale, pour délivrer l'autorisation valable sur les différentes demandes, parmi les 5 que j'ai citées.
Donc c'est une procédure de simplification, ce n'est pas une procédure de simplification pour l'administration. L'idée, elle est vraiment tournée vers les porteurs de projets. Ça doit simplifier la vie aux porteurs de projets. Ça veut dire que dans un premier temps, ça va compliquer la vie à l'administration qui va s'organiser par rapport à une gestion de projet qui devra revoir tous ses processus pour s'adapter, je dirais, à cette nouvelle procédure et arriver, je dirais, à deux choses. Les deux objectifs recherchés au travers de cette procédure, ils sont assez clairs. Le premier, c'est réduire les délais d'instruction. Donc, quand on regarde les délais qui sont affichés au travers de l'ordonnance et du décret sur la procédure unique, c'est une procédure en moins de 10 mois au total, avec, je dirais, des nouveaux aspects. Aujourd'hui, dans l'examen préalable, avant on regardait la recevabilité sur la forme et sur le fond, maintenant on la découpe en deux. En un mois, on doit se prononcer sur la complétude du dossier. Est-ce qu'il manque des pièces? Alors vous verrez avec les DREAL ici présentes qu'elles s'organisent pour mettre beaucoup moins d'un mois. Et une deuxième phase, la recevabilité sur le fond, où l'administration doit se prononcer en moins de 4 mois, par rapport au dépôt du dossier initial, pas par rapport au dernier complément. C'est vraiment le dépôt du dossier initial qui compte. Alors ces délais, c'est important de le dire, c'est des délais côté administration. Si une demande de complément est faite à un porteur de projet, si le porteur de projet met 2 mois pour répondre, ces 2 mois ne comptent pas dans les délais administratifs. Et puis, en fin de procédure, je veux dire, il y a un dernier délai qui est, à partir de la transmission du rapport du commissaire enquêteur, l'administration a 3 mois pour se prononcer sur une autorisation ou un refus. Ce délai ne peut pas être prorogé par le préfet, sauf s'il a l'accord du porteur de projet. Donc ça veut dire que si un porteur de projet veut absolument que le préfet se prononce, le préfet doit se prononcer dans les 3 mois, sinon ça sera un refus tacite. Donc le deuxième aspect, je dirais, dans cette expérimentation, c'est un point non négligeable, c'est la sécurité juridique des décisions. Donc je citerai un seul point, c'est les délais de recours qui aujourd'hui pour une éolienne, pour un parc éolien, sont de 6 mois à compter de la mise en service du parc, deviennent 2 mois à compter de la notification de la décision. Donc des délais assez réduits et pas par rapport au même point T0. Et en plus, avec l'obligation, quand un tiers fait un recours, de le porter à la connaissance de l'administration et du porteur de projet. Ce qui permet au porteur de projet aujourd'hui, quand les délais de recours sont échus, de savoir s'il y a réellement eu un recours ou pas. Parce que généralement, il est encore obligé d'attendre pour savoir si un recours a été déposé, etc. Là, il y a une obligation d'information, sinon le recours, je veux dire, est considéré comme nul. Donc voilà à peu près l'idée sur les procédures uniques. Alors c'est une phase expérimentale, ça veut dire qu'il y a des objectifs qui sont fixés en termes de délai, etc. Il y a des simplifications. Le dossier, il est simplifié. Ce n'est pas un dossier qui comprend la partie A, installation classée, la partie B, permis de construire, etc. Donc on a mis en place un CERFA pour, je dirais, toutes les parties communes, essayer de simplifier les demandes auprès des porteurs de projets. Et puis tout est articulé autour de l'étude d'impact. Alors, expérimentation sur 3 ans dans 7 régions. Quand j'ai dit ce matin à Laurent Michel, pourquoi attendre juillet 2015 pour élargir ce test, il a répondu, ce sera fait bien avant, ce sera fait au printemps. Alors, soit on expérimente, soit on n'expérimente pas. Donc, si on expérimente, le but, c'est de regarder les résultats. Donc, aujourd'hui, quand on regarde l'expérimentation, elle a commencé pendant l'été, réellement, puisque les textes, ça a commencé début mai. Le décret a été sorti un peu plus tard que prévu. Donc aujourd'hui, on a 17 dossiers de déposés dans l'éolien. Ils sont tous à la phase, je dirais, recevabilité. On est dans les délais d'un mois pour la complétude ont été respectés, largement respectés d'ailleurs. Et le délai de 4 mois, il est en cours en fait, puisque pour l'instant, il y a eu des demandes de compléments sur les dossiers, mais on est toujours, il n'y a aucun délai de dépassé. Alors comme vous l'a dit Laurent Michel, le directeur général de la DGEC, oui, il y a une volonté de la ministre qui se traduit par un article proposé dans la loi de transition énergétique qui est d'élargir rapidement à toute la France l'expérimentation. Ça reste une expérimentation, mais élargie à toute la France. L'idée étant de dire, quand on expérimente quelque chose, on regarde ce qui marche et on regarde ce qui ne marche pas.
Et aujourd'hui, le message qui est transmis aux DREAL, hein, qui sont pilotes dans les régions pour cette expérimentation, c'est de tester certaines choses qui leur paraissent, je dirais, où ils vont pouvoir optimiser, gagner du temps, être plus performants. Et des fois, toutes les DREAL ne testent pas, tous les préfets ne testent pas les mêmes choses dans les différentes régions. Donc il faut regarder ce qui marche, ce qui est plus profitable, je dirais, en termes de simplification. Est-ce que c'est la procédure qu'on est en train de tester ou l'aptitude des DREAL à la prendre en main et à avoir le manpower suffisant pour répondre dans les délais que vous avez fixés? Mais les DREAL répondront tout à l'heure. J'ai l'impression que derrière votre question, il y a une arrière-pensée. Non, non. On teste la procédure. Les DREAL étant toujours les plus performantes pour mettre en place des expérimentations et voir ce qui va. Il ne faut pas avoir peur de dire dans une expérimentation, il y aura des choses qui marcheront bien, il y aura des choses qui marcheront moins bien. Et c'est le but d'une expérimentation. Et sachant que dans les 3 ans maximum, le gouvernement devra se prononcer si on pérennise l'expérimentation et qu'est-ce qu'on pérennise. Est-ce qu'on va plus loin? J'en sais rien. Au-delà de l'évolution des procédures, donc assouplissement sur les ICPE notamment. Bon, personne n'en voulait, c'est même encore écrit sur le site de votre ministère. J'ai fait le test la semaine dernière, on peut télécharger sans aucune difficulté le célèbre rapport Guillet-Leuter 3, où 2 ingénieurs généraux des mines disent il ne faut surtout pas classer les éoliennes comme installation classée pour l'environnement. Toujours regarder la date des rapports. Pardon ? Il faut toujours regarder la date des rapports. Il est antérieur avant le classement ICPE. Il est antérieur, mais ils expliquent très précisément pourquoi dans la conclusion il ne fallait pas les classer. Dont acte, c'est classé. Et on est transparent. Des développeurs trouvent que finalement, c'est pas plus mal. Mais de là à classer, il y a plusieurs régimes. Autorisation, enregistrement, déclaration. Bon, ok, déclaration, là c'est vous que ça inquiète un peu parce que ce serait un peu trop facile. On n'est pas en train d'installer un lavomatique. Pour autant, il n'y a pas moyen d'assouplir un peu. Autorisation, on garde ICPE, mais on assouplit un peu. Alors, c'est une vieille question. Je pensais que le CER ne posait plus se poser cette question et être très content du système installation classée et autorisation. Alors, je vais vous répondre quand même. Quand on parle du passage de l'autorisation à l'enregistrement, je ne parle pas de la déclaration, puisqu'il y a déjà un régime déclaratif pour les éoliennes. Hein. Donc, il y a 2 questions à se poser. Est-ce qu'il y a nécessité d'une enquête publique ou pas pour un parc éolien? Je pense que la réponse est plutôt oui. Je ne vois pas une instruction d'un parc éolien sans enquête publique. La deuxième question, pour passer de l'autorisation à l'enregistrement, est-ce qu'on est capable de se passer d'une étude d'impact? Puisque l'enregistrement, c'est uniquement apporter des justificatifs sur le respect de prescriptions, sans faire d'études. Vous comprendrez bien que quand on parle de paysage, qu'on parle de nature, de biodiversité, etc., il faut faire une étude d'impact. Donc sur les 2 éléments, et d'ailleurs l'étude d'impact, je rappelle qu'elle est demandée par une directive de 2011 sur les incidences environnementales qui vise explicitement les parcs éoliens et qui dit pour les parcs éoliens, chaque État a le choix entre 2 solutions possibles, soit faire du cas par cas, soit mettre en place des seuils pour dire à partir de quand un parc éolien nécessite une étude d'impact. Donc aujourd'hui, sur les 2 volets, oui, il faut une étude d'impact, oui, il faut une enquête publique, donc oui, il faut un régime d'autorisation. Donc tout repose maintenant sur les épaules de la DGPR. C'est vous qui reprenez un peu le leadership de l'instruction des projets. Combien d'équivalents temps plein à la DGPR pour travailler sur le sujet? Je vois que vous ne lâchez pas prise et que vous allez certainement sortir un livre sur... Non, loin de moi, j'ai déjà fait un livre, ça suffit comme ça. La semaine dernière, j'étais au colloque de la FE. Je suis désolé, mais ils ont sorti, comment ils appellent ça, l'observatoire en termes énergétiques et d'emploi dans l'éolien. Je suppose que vous voulez sortir l'observatoire de l'emploi dans l'administration en matière d'éolien. Donc, écoutez, je ferai un addendum. En matière d'approche d'installation classée, je veux dire, la DGPR, elle n'a pas tout sur ses épaules. Je veux dire, aujourd'hui, on gère la procédure installation classée et on travaille avec beaucoup d'autres collègues. Par exemple, sur la biodiversité, on travaille avec la direction de l'eau et de la biodiversité. Sur l'aspect urbanisme, dans le cadre de la procédure unique, on travaille avec la DHUP. Sur les autorisations de défrichement, on travaille avec le ministère de l'Agriculture. Sur tous les recours, comme l'a dit Laurent Michel, on travaille avec la direction des affaires juridiques. Tout le monde fait un peu d'éolien. Alors, si vous voulez savoir, au sein de la DGPR, dans le bureau
qui gère les éoliens, combien il y a de personnes? Il y a 1,5 équivalent temps plein. Mais je crois que ça suffit. Il ne faut pas qu'on mette autant de fonctionnaires que d'activités en France. Je pense qu'on n'est plus dans cette période. Merci pour cette réponse. Les activités de contrôle sur le terrain, cette fois-ci, pour tendre une perche un peu vers vos collègues d'Edréal qui vont s'exprimer tout de suite. Une éolienne a les chances de voir quelqu'un de chez vous tous les combien? Quand je dis chez vous, c'est de la DGPR et Insolidum avec les inspecteurs des installations classées sur le terrain. Alors déjà, j'apprécie votre question. Vous dites elle a une chance. Elle n'a pas une malchance. Donc, elle a une chance parce que j'estime que le contrôle en service des éoliennes, c'est un plus dans le cadre de l'acceptabilité des parcs éoliens. Je pense que c'est un des points forts qu'a apporté la procédure installation classée, c'est qu'il y a un contrôle en service qui puisse dire quand il y a des réclamations, ben non, les parcs éoliens, ils ne font pas ce qu'ils veulent, etc. Il y a des contrôles qui sont exercés par l'administration. Donc les installations classées, autorisation normale, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas Céveso, qui ne répondent pas à des directives, ils voient au minimum l'inspection des installations classées une fois tous les 7 ans. Ce n'est pas un secret, c'est la règle, sachant que ceux qui nécessitent de voir l'inspection plus souvent la voient plus souvent. C'est-à-dire quand il y a des problèmes, on y va plus souvent. Donc aujourd'hui, en matière d'éolien, je savais que vous poseriez la question, donc j'ai les chiffres. Combien on a fait d'inspections? Donc, si on respectait à peu près le 1 sur 7, on devrait faire à peu près entre 150 et 200 inspections. L'année dernière, on en a fait 170. Cette année, on est à 118 inspections, à la date où je vous parle. Et sur les inspections, il y a eu moins de 10 arrêtés de mise en demeure. Ça veut dire que globalement, même s'il y a des remarques lors des inspections, on n'est pas, je dirais, sur des installations où il y a eu de grosses difficultés nécessitant des sanctions administratives lourdes. Il n'y a pas eu de sanctions administratives lourdes sur la partie éolien. Question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, quand vous parliez des délais, vous vous engagez aussi sur d'autres structures qui sont consultées, je pense notamment à l'armée. Comment ça va se passer maintenant là? On a évoqué ce matin pas mal de problèmes avec les radars de l'armée. Ils vont devoir répondre dans un délai de 2 mois, et s'ils ne répondent pas, qu'ils ne disent mot consent. Vous allez appliquer ça? Dans le cadre de la procédure unique Dans le cadre de la procédure unique, il y a 2 solutions. Je rappelle que dans le cadre de la procédure normale, les avis des opérateurs radars sont à apporter par le pétitionnaire, dans le cadre de son dossier. Dans le cadre de la procédure unique, c'est facultatif. Ça veut dire que ce soit Météo France ou quand c'est nécessaire, ou l'armée systématiquement, soit le pétitionnaire apporte les avis, les réponses des opérateurs radars au travers de son dossier, soit c'est le préfet qui le demande avec un délai de 2 mois pour la réponse. Passé ce 2 mois, l'avis est réputé favorable. Mais je pense que les opérateurs répondront. On regarde comment ça se passe concrètement sur le terrain, comme ça laisse le temps à Ronan Dantec d'écouter pour commenter juste après. Isabelle Derville, vous êtes directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc la DREAL Nord-Pas-de-Calais. Puisqu'on vient d'évoquer à l'instant l'armée, la situation en Nord-Pas-de-Calais était très marquée par les radars des GAC et armée. Comment vous arrivez à faire passer des projets malgré cela? Alors on peut avoir certaines particularités plus marquées dans les territoires. Ce n'est pas dans le cadre de la procédure simplifiée que je vais m'exprimer dans ce cas-là. Puisque c'est un petit peu derrière nous. Ça a été un gros blocage autour notamment de la base de Cambrai, avec 2 radars militaires et radars de l'aviation civile. Donc avec énormément de dossiers bloqués en instance de décision. Et finalement, ça a été un travail assez concerté et mené de front avec les parties prenantes, pour discuter, pour faire le point et obtenir des décisions quant à ces 2 radars. Donc que ce soit le radar militaire avec les relais nationaux des ministères, non pas dans les réflexions nationales pour autant, mais sur ces cas particuliers, on a pu obtenir la décision
d'un délai fin d'année 2014 pour l'arrêt du radar militaire l'armée s'appuyant sur d'autres radars aux alentours pour mener leurs activités. Il est purement et simplement supprimé. Il ne sera plus effectif. Et donc, c'est un rayon de 30 km, effectivement, de servitude qui tombe. Ce qui fait qu'il fallait aller jusqu'au bout de la procédure. Il faut un avis favorable dans la procédure qui a prévalu jusqu'au 4 août chez nous, avant cette démarche simplifiée. Un avis favorable de la part du ministère de la Défense, ce que le ministère de la Défense a délivré au printemps dernier, ce qui a permis de finaliser l'instruction d'un certain nombre de dossiers. Et sur le même site, on a aussi un radar de l'aviation civile. Donc là, il y a eu aussi des discussions avec les parties prenantes pour tomber non pas sur une décision de retrait, c'est plus un aménagement avec un changement de type de radar pour passer en méthode Doppler qui permet de réduire l'ampleur de la servitude. Et un accord a été trouvé entre les parties prenantes et l'aviation civile pour pouvoir mener cet investissement à une échéance donnée. Voilà. Et dès lors qu'il y a des engagements sur des échéances données, on a pu aussi, c'est en train de se terminer, instruire en connaissance de cause jusqu'au bout de la démarche, donc les dossiers qui étaient concernés. Il y en avait effectivement un certain nombre. Ça, c'est vraiment un cas particulier voilà, que je cite. C'est ce fameux là. traitement au cas par cas dont on a entendu parler il y a quelques semaines. Et votre radar de Cambrai permet d'entrevoir des choses assez positives, puisque dans les deux cas, il y a une solution qui a été trouvée. Maintenant, comment ça va se passer? Pourquoi, depuis la mise en place de l'autorisation unique, vous n'avez toujours pas de dossier? On en a eu un la semaine dernière, le premier. Donc, on va essayer de tenir les délais. Je ne sais pas, peut-être qu'on en a eu beaucoup avant. On a 85% de l'objectif du schéma régional climat-air-énergie aujourd'hui atteint avec les dossiers déjà installés ou instruits en train d'être finalisés. Donc, il nous faut encore des projets, évidemment. Et puis ça, c'est les objectifs schéma régional climat-air-énergie. Si on les dépasse, tant mieux. Autour de cela. Alors, il y a aussi, il peut y avoir d'autres aspects. Comme on a traité le radar militaire, il faut qu'on voit aussi comment on traite des secteurs comme par exemple tout le bassin minier qui vient d'être classé UNESCO, avec plus de 90 terris classés bien UNESCO. Bon, c'est pas neutre en termes de paysage et d'impact paysager dans une politique de développement de l'éolien. Alors, comment on va instruire ces nouveaux dossiers? Donc, on rentre complètement dans la démarche. On dit l'ADREAL va-t-elle faire face? C'est l'ADREAL et tout un tas de partenaires, puisque l'objectif, c'est de mener de front des consultations unifiées. Donc, l'ensemble des partenaires se prononcent en temps et en heure, au bon moment, dans la procédure. Donc il y a effectivement des redondances qui ont disparu avec cette simplification, des services qui pouvaient être consultés 2 fois, au moment de la recevabilité et puis ensuite au moment, par exemple, de l'avis de l'autorité environnementale. Et puis il y a ce système de délai, passer le délai avis favorable, que ce soit par rapport aux opérateurs, par rapport aux dérogations espèces protégées, que ce soit l'ARS par exemple, qui est consultée au titre de l'autorité environnementale. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de partenaires, comme on lit plusieurs procédures, qui gravitaient autour d'avis à différentes étapes, qui sont donc sollicités tous en même temps au début, avec ces délais qui imposent effectivement aux uns et aux autres de répondre dans les délais. Et puis, d'un point de vue matériel, on a aussi une plateforme dématérialisée qui sera maintenant le mot d'ordre, si je puis dire, et l'outil au quotidien absolument nécessaire, parce que c'est vrai que quand on est plusieurs services, en préfecture, on consulte les uns et les autres, bon voilà, on devrait gagner aussi dans les temps courriers, tout simplement. Alors, vous avez dit que vous avez eu un dossier en permis unique la semaine dernière. Est-ce qu'il a déjà sa complétude? Parce que vos collègues de Picardie, c'est en une journée au bureau de l'environnement. Enfin, il va nous le dire tout à l'heure. Je vais aller demander précisément, mais comme je sais qu'on est encore dans les délais, non, mais il est en cours, oui. Il est en cours, d'accord.
Vous êtes prêt pour le prochain appel d'offres offshore? Alors, C'est pas la même procédure, hein, on c'est change de pas, sujet c'est là, hein, on est encore bien autre d'accord. chose. mais- Et c'est important. La région Nord-Pas-de-Calais est concernée et puis beaucoup d'acteurs sont mobilisés. Vous étiez cité dans les journaux People évoqués ce matin Alors, par j'ai pas vu Laurent ceux de ce Michel. matin non plus. Et puis, on travaille avec le préfet maritime, le préfet de Haute-Normandie pour notre façade. Donc, on attend effectivement le lancement de la consultation, de la concertation officielle avec les deux études qu'a citées Laurent Michel tout à l'heure, hein, sur les contraintes, des territoires et environnementales et les possibilités de raccordement. On avait fait ces contraintes environnementales, on les avait déjà menées au niveau de l'Adréal et on voyait bien, on a bien cartographié, y compris, vous savez, on est en train de valider les SNIEF marines, donc les choses sont connues, cartographiées. On a bien déjà identifié les secteurs. Il y a des aspects environnementaux, il y a des sujets de sécurité maritime aussi qui peuvent se poser. Donc dès que le top sera donné, mais ça ne serait tardé, vous avez entendu 3-4 mois de concertation qui a été indiqué ce matin. D'accord, donc on en retient que vous êtes vraisemblablement concerné. On va s'arrêter là, on va regarder ce qui se passe dans une région qui a déjà eu pas mal de dossiers à instruire. Thierry Vatin, vous êtes le DREAL Picardie. Comment ça se passe, cette autorisation unique sur une région un peu exceptionnelle, beaucoup de dossiers qui arrivent, une complétude en une journée, c'est le rêve. Écoutez, ça marche là, ça fonctionne. Oui. Écoutez, d'abord une très forte dynamique de l'éolien dans notre région, d'ailleurs comme la région voisine, Champagne-Ardenne, avec une très très forte ambition en termes de schéma régional, près de 3000 mégawatts, enfin on vise les 2800 mégawatts à l'horizon 2020. Et d'ores et déjà, je crois qu'on a à peu près autorisé cet objectif. On doit être à 2700 mégawatts autorisés. Et on est à 1300 mégawatts en production. C'est-à-dire à peu près pas loin de 600 mâts installés et 1200 autorisés. Et on en a à peu près pour 700 mégawatts à l'instruction. Donc, vous voyez, on a déjà dépassé en termes de nombre de dossiers déposés. On est à peu près à 3400 mégawatts. D'ailleurs, ce qui va nous poser assez rapidement, on en parlait avec ma voisine de RDF, un problème de révision. Vous avez tous les deux le même problème. Comment vous allez faire? On a tous les deux le même problème parce que je pense que c'est des régions, d'abord, il y a un gisement qui est là, et il y a surtout une ambition affichée et une collaboration État-collectivité régionale qui a été très forte. Enfin, le SRCAE, ça a vraiment été, je crois que c'était le premier SRCAE de France, d'ailleurs, qui a été approuvé, c'était en Picardie. Donc une forte volonté, une forte dynamique des collectivités. En Picardie, chez nous, c'est vraiment une ambition en termes de croissance verte. La ministre vient d'afficher sa nouvelle politique transition énergétique. Comment ça se passe quand on arrive à saturation comme ça du écoutez, alors, il faut faire vite là. Il faut anticiper. C'est-à-dire qu'on est à saturation prévisionnelle en termes de puissance installée ou en production. Ça le sera peut-être en 2016 et en 2017, mais il faudra ce temps-là pour se préparer à réviser le schéma, surtout à réviser ce qu'on appelle dans notre jargon le S3R ENR, oui, c'est-à-dire le schéma de raccordement qui est aujourd'hui, j'ai envie de dire, notre souci. Pour revenir à votre question initiale, la question de l'autorisation, je dirais administrative aujourd'hui, elle va pas tarder à être derrière nous, cette question-là. Nous, on vise, avec l'expérimentation, de délivrer les dossiers en 10 ou 11 mois, alors qu'avant, on le faisait en 18 ou 20 mois, quoi. Et effectivement, peut-être l'originalité en Picardie, c'était en termes d'affichage, de dire dès le départ, écoutez, chiche, on va vous démontrer que les services de l'État, et pas que l'Adréal d'ailleurs, parce que c'est avec les préfectures, les DDT, il n'y a pas que l'Adréal, mais on est capable de relever le défi. Et le meilleur exemple, on va vous démontrer qu'on peut faire la complétude d'un dossier en une journée. Et on l'a fait. On a effectivement à peu près la moitié, je crois, des dossiers qui sont déposés au niveau national. Je crois qu'on a 9 ou 10 dossiers éoliens
en expérimentation. Et jusqu'alors, alors les premiers ont été déposés là à la fin mai. On a réussi à faire la complétude pour tous ces dossiers en une journée. Mais qu'est-ce que les Picards ont de plus que les autres? Vous avez combien d'équivalents temps plein Mais qui on n'est travaillent pas sur très connu, l'éolien, mais là, en on est Picardie? dynamique. Voilà. C'est simplement qu'on a décidé d'appliquer cette procédure et qu'on a tout mis en œuvre pour ça. D'autres ont fait d'autres challenges. Nous, ça a été le nôtre. Ça fonctionne bien. On respecte les délais, c'est-à-dire que pour l'instant, dans ce délai de 10 mois, en gros, c'est 4 mois pour la recevabilité. Il y a eu des interruptions, mais pour l'instant, on est dans ce rythme-là. Ça veut dire que là, vous y êtes en recevabilité quasiment. Oui, mais comme disait Laurent Levent, si à un moment donné, il manque, on voit qu'une pièce est finalement insuffisante, parce que je n'ai pas l'étude d'impact, est mal faite, le délai s'arrête et ça repart. Et ça, vous mettez une journée à le demander. Il y en a d'autres qui mettent 5 mois à le demander. En région centre, j'ai entendu hier une complétude qui arrive au bout de 5 mois avec 25 questions. Voilà, écoutez, pour l'instant, ça fonctionne. Et donc, finalement, j'ai envie de dire que le problème, et on va y arriver, je crois qu'on va tous y arriver. En fait, quand on veut le faire, on peut. Et le problème qui se pose pour nous maintenant, c'est pas tellement, finalement, on tourne autour de cette expérimentation d'autorisation. On peut autoriser en moins d'1 an un dossier, ça on peut le faire. Alors qu'est-ce qui coince encore? Ce qui va coincer maintenant, c'est le raccordement. Chez nous, c'est ça le problème. Alors peut-être parce que, je sais pas, on n'a pas suffisamment anticipé, mais on a nos interlocuteurs qui nous disent que assez fréquemment, il faut 3-4 ans pour raccorder une fois qu'on a autorisé. Donc ça sert à rien de se casser la tête à faire tout le boulot qu'on fait pour être efficace au niveau de l'administration, si derrière il faut 2, 3, 4 ans pour raccorder. Donc on va s'atteler maintenant à cette question-là. Donc il faut que très vite on remette sur la table, je pense d'ici la fin de l'année, ce schéma S3 ENR, puis obligatoirement le schéma de SRCE également. Et quand même, dans ces deux acronymes, que ce soit le schéma régional climat énergie ou le schéma de raccordement des énergies renouvelables au réseau, dans les deux cas, c'est bien un schéma régional. Si vous attendez trop longtemps, vous retombez en plein remembrement régional et puis tout est par terre là. Oui, ok, mais je pense que surtout il faut éviter ça parce qu'il y a, enfin, j'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais pour nous il y a une vraie dynamique économique et d'emploi. C'est-à-dire qu'on est tous dans cet objectif-là. Il y a une vraie filière d'emploi. Il y a même un centre de formation maintenant pour tous ceux qui, dans cette filière de construction ou de maintenance, il y a un centre de formation en Picardie. Il y a beaucoup d'emplois directs et aussi beaucoup d'emplois indirects. Donc notre objectif, c'est surtout de ne pas casser la dynamique et de faire que ça se fasse, je dirais, sans à-coups. Donc on va tout faire pour qu'effectivement la nouvelle carte interrégionale Nord-Pas-de-Calais-Picardie, je dis ça, c'est pas encore complètement, c'est pas totalement arrêté. Hein, le débat parlementaire n'est pas arrêté, mais normalement, on va vers ça. Hein, Joker, mais bon. Donc, on va tout faire pour que peut-être, on se cause. On vous sent prêt, en tout cas. On se parle déjà en anticipant et qu'on regarde comment, effectivement, on peut remettre sur la table à la fois le schéma et les raccordements. Mesdames, Messieurs, ça n'est pas un développeur éolien, ça n'est pas un membre d'un syndicat technique des énergies renouvelables qui vous a parlé, c'est une DREAL qui vient de vous dire tout ça. Je crois qu'on peut l'applaudir parce qu'il a dit quand on veut, on peut. Il a quand même dit quelque chose. Ronan Dantec, si vous m'autorisez, monsieur le sénateur, il a quand même dit c'est le raccordement qui coince. Alors Carmen Munoz, c'est le raccordement qui coince, c'est vous qui bloquez un petit peu partout. 94% des projets sont raccordés sur votre réseau. Vous êtes directeur régional Champagne-Ardenne de RDF. Ça vous pose un problème, tout cet éolien qui arrive? Non, l'éolien ne pose pas de problème aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut projeter les chiffres, les slides que j'avais envoyés. Ils vont arriver tout de suite. Oui. Oui. Oui, voilà. Mais attendez, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir Je vous précise que ces slides, ils vont arriver tranquillement. Cécile est en train de les mettre en machine. Ces slides sont disponibles à l'entrée sur le panorama dont je vous ai parlé ce matin. Regardez, donc on a les puissances éoliennes installées. Et puis, là, c'est par grande interrégion. Donc, on voit en fait la puissance éolienne raccordée au réseau. Donc, c'était à fin juin de cette année. Et puis aussi sur les photovoltaïques. Donc, on est pratiquement à 8 gigas installés. Et puis, si on va sur les slides suivants, on verra la dynamique
des raccordements. Bon, donc là, n'en déplaise pas à mes chers collègues picards, mais la première région de France, c'est la région Champagne-Ardenne en éolien. Bon, ceci dit, au niveau des objectifs, donc les plans climat-air-énergie, les schémas climat-air-énergie régional de la Picardie a une ambition à 2800 mégawatts. La Champagne-Ardenne, c'est 2850. Donc, même à échéance, on devrait rester un tout petit peu devant. Mais bon, en tout cas, vous voyez cette dynamique-là, blague à part, la dynamique est là, donc les raccordements se passent et ils se passent plutôt bien. Il faut savoir que l'éolien, et ça a été largement dit ce matin, ça ne pose plus de difficultés aujourd'hui pour l'intégration dans les réseaux. La question, est-ce qu'aujourd'hui c'est difficile? Non, ce n'est pas difficile. C'est une énergie aujourd'hui qui est maîtrisée, qui est aussi prévisible. Donc le niveau de prévisibilité de l'éolien est beaucoup plus fort que celui, par exemple, du photovoltaïque. Et aujourd'hui, sur tout ce qui concerne la réalisation des raccordements sur les réseaux, l'effet qu'il y ait ces schémas régionaux, les schémas climat-air-énergie, avec les schémas de raccordement qui permettent de planifier dans la durée les investissements, c'est un vrai atout pour pouvoir faire en sorte que les raccordements se passent convenablement et que les investissements sur les réseaux suivent. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez bien enregistré là, hein. C'est ERDF qui est en train de parler. Hein. Oui, ERDF qui vous dit c'est pas un problème, c'est prévisible, le réseau c'est pas un problème. Et en plus, je l'ai dit en connaissance de cause, c'est moi qui les raccorde sur ma région, bon, c'est mes équipes. Et donc, on fait de notre maximum pour que ça se passe bien. Ça veut dire faire le maximum, mettre des nouveaux postes? Clairement, vous êtes tous, en tant qu'utilisateurs des réseaux, quels que soient les producteurs, quels que soient les consommateurs, vous êtes des parties prenantes du réseau et nous sommes là pour vous satisfaire. Donc, clairement, on peut toujours mieux faire. On ne peut jamais se contenter face à un de ces clients, un de ces gros clients, à dire, voilà, on fait déjà assez bien. Donc, c'est clair qu'il faut aller plus loin. Donc, on a mené justement un travail au niveau national à ERDF avec les syndicats des énergies renouvelables pour mieux travailler pendant la phase des raccordements. Parce que la phase des raccordements, si ça s'est limité à construire ou à faire grandir des postes sources et à tirer du câble, ce serait bien trop facile. Il y a des autorisations de passage qui doivent être obtenues par rapport au lieu du raccordement. Souvent, un raccordement éolien, on va tirer 12-14 km de câbles avec la traversée des terrains des nombreux propriétaires différents. Régulièrement, on a aussi des situations qui sont un peu plus complexes. Je peux vous en parler d'un cas que j'ai eu à traiter personnellement. C'était une traversée des voies SNCF avec des négociations avec RFF pour obtenir les droits de faire les chantiers. Donc, c'est quand même des chantiers qui peuvent être parfois assez complexes. Et le travail qu'on a fait avec les syndicats des énergies renouvelables, c'était justement comment améliorer la phase de communication tout au long du raccordement pour que, quelle que soit la difficulté ou la problématique rencontrée pendant les raccordements, la communication entre les producteurs éoliens et nos équipes fasse en sorte qu'on puisse travailler au mieux ensemble et anticiper la suite de l'affaire pour que ça se passe le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, on sait faire. Je pense que les dialogues et la qualité des échanges pendant toutes les phases de raccordement est quelque chose de très important et c'est sur quoi on travaille, mais on est en capacité de faire les raccordements vite et bien, et pour la preuve, la réalité de ces développements-là. Et puis moi, je peux confirmer que sur ma région, on a eu l'occasion, et vous étiez d'ailleurs présents, à faire un forum producteur il y a 2 semaines sur la région, et je pense que tous ceux qui étaient présents ont pu constater la volonté de travailler ensemble et le fait que la plupart des affaires s'est passé bien avec une forte implication de notre part. Alors j'étais effectivement présent et j'ai entendu dire qu'au niveau des coûts, vous n'étiez pas forcément les moins chers. Alors, au niveau des coûts, parlons des coûts, en effet. Bon, il faut savoir, d'une part, que les coûts, à la fin, ils sont payés de toute manière par les clients finaux. Donc, que ce soit par l'intermédiaire du tarif d'utilisation des réseaux, il y a une partie des coûts des réseaux qui sont payés par les TURP, les tarifs d'utilisation des réseaux, et il y a une partie qui est payée par les demandeurs. Dans le cadre des raccordements éoliens,
en fait, donc il y a toute une partie qui est les tickets avec la quote-part liée au schéma des raccordements dont on a tant parlé et qui mutualise les coûts de développement des ouvrages des réseaux, notamment les postes et sources. C'est quelque chose de plutôt positif parce qu'avant, c'était celui qui avait besoin de développer un ouvrage en premier qui les payait plein pot. Donc, il faut savoir que sur ma région, sur la Champagne-Ardenne, j'ai déjà 3 postes et sources qui sont dédiés rien qu'à l'injection de la production éolienne. Donc, avec l'ancien système, c'était les premiers qui avaient besoin d'injecter sur un secteur où on était saturé en injection qui allaient payer le développement d'un poste et source complémentaire. Donc, maintenant, on est passé avec les schémas régionaux à une logique des tickets. Sur la Champagne-Ardenne, les tickets est à 49,30 kg par mégawatt. Je peux vous dire, le coût de ces tickets-là est lié au fait qu'on est déjà dans une région où il y a énormément d'éoliens. Donc, j'ai déjà 50% des postes et sources de ma région qui réinjectent de l'énergie vers les réseaux des transports. Donc, ce qui est énorme. Ça veut dire que maintenant, continuer de réinjecter de l'éolien, ça va demander de développer ces infrastructures-là. Et quand on a fait les schémas de raccordement, pour avoir travaillé avec toutes les parties prenantes, on a beaucoup concerté afin que les zones de développement réservées dans ces schémas-là soient celles qui permettent de réaliser le moins d'investissements possible. Parce que ce coût du ticket qui a été limité en dessous des 50 kg par mégawatt, il aurait pu sortir à 80 sur la base de la simple compilation des demandes initiales qui étaient dans les listes d'attente. Donc, il y a eu un gros travail de concertation pour minimiser les coûts. Je pense qu'on peut en être fier, mais ce qui est clair, c'est que de toute manière, ces coûts de développement du réseau pour permettre l'intégration des énergies renouvelables, à la fin, il faut que quelqu'un les paye. Soit c'est les porteurs des projets, soit c'est par l'intermédiaire du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution. Ce n'est pas à moi, en tant que technicienne des réseaux, de me prononcer sur quelle est la bonne solution. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ensuite, en tant qu'entreprise ERDF qui exerce des services publics de la distribution, on utilise ensuite au mieux l'argent qui est mis en place par les porteurs des projets ou par les citoyens pour faire en sorte que ces ouvrages coûtent le moins cher possible et soient les mieux positionnés possible sur les réseaux. Les 3 postes sources que vous évoquiez, c'est quelle puissance installée et c'est uniquement pour de l'injection ? Oui, c'est des postes qui sont uniquement sur l'injection, donc ça doit être de l'ordre des 400 mégas sur ces 3 postes et sources dédiés. Le cumul des 3, pas chaque oui, poste. voilà, dédié uniquement à l'injection, ce qui est beaucoup par rapport aux 2850 qu'on va installer en cible. On a évoqué ce matin le projet Ventea, vous en êtes le pilote stratégique, quel est l'objectif ? Oui, donc le projet Ventea, c'est vraiment un projet qui est dédié à l'éolien. Donc en fait, comme Madame Prémartin l'a évoqué ce matin, c'est un projet dont le but, c'est de préfigurer l'avenir des réseaux pour permettre de continuer d'injecter des énergies éoliennes de haute puissance au moindre coût, évidemment, parce que ça nous intéresse tous. Je vous l'ai dit, la préoccupation du coût n'est pas que votre préoccupation des porteurs des projets, mais c'est aussi notre préoccupation des développeurs et exploitants du réseau. Donc, en fait, sur les projets Ventea, on travaille, donc il y a aussi un transparent, donc si vous pouvez les projeter, qui présente les différents objets qu'on traite dans Ventea. C'est les suivants. Donc, en fait, ce projet, il est basé dans l'Aube. Donc, il est installé autour des 2 parcs éoliens. Ces 2 parcs éoliens d'Enel Green Power, qui est partenaire du projet, autour du poste et source de Vendeuvre-sur-Barse. Et dans ces projets, on va installer aussi une unité de stockage électrochimique de 2 mégawatts pendant une demi-heure. Donc, en fait, 1 mégawattheure de stockage. Et donc, en fait, on regarde plusieurs éléments. Donc, déjà, on regarde tout ce qui concerne la régulation dynamique de la tension sur les réseaux, parce que, évidemment, les éoliennes, bon, je ne vais pas rentrer dans la polémique à variabilité, intermittence, j'ai dit, c'est plutôt bien prévisible, les éoliennes, mais quand même, de temps en temps, elles s'arrêtent.
Donc là, cette semaine, je peux vous dire, lundi, j'ai vu les éoliennes des Ventea, elles étaient toutes à l'arrêt. Donc à ces moments-là, il n'y avait pas d'injection d'énergie éolienne. Donc là, actuellement, vu les temps qu'il fait en ce moment dans la région, je pense qu'ils sont en train de produire beaucoup. Et je peux vous dire que mes petits clients de ces secteurs-là n'aimeraient pas du tout que quand les éoliennes s'arrêtent, la tension de leur installation électrique chute, ou que quand les éoliennes se mettent à produire, il y ait des surtensions sur les réseaux. Je pense qu'ils ne seraient pas contents du tout et que mon unité de réclamation entendrait parler des éoliennes de façon assez forte. Donc en fait, dans Ventea, on teste une nouvelle façon de modéliser les réseaux, d'avoir des capteurs répartis sur les réseaux et d'avoir une régulation dynamique évoluée au niveau du poste source, mais aussi sur les postes de transformation publics. Donc on est en train d'expérimenter 3 postes de distribution à régulation dynamique des tensions pour permettre justement d'avoir un rééquilibrage du réseau. On travaille aussi sur la modélisation du réseau. Et on travaille aussi sur tout ce qui concerne les stockages en tant qu'outil pour préparer l'évolution future de ces réseaux avec l'injection des énergies renouvelables. Mais un point très important, et ça a été dit ce matin, les stockages, si je voulais en fait stocker pendant 1 heure l'électricité produite par les parcs éoliens des Ventea, ça doublerait les coûts des parcs éoliens. Donc, on n'est pas du tout à faire un stockage des grosses puissances qui va permettre de stocker quand ça produit beaucoup et de restituer quand les éoliennes s'arrêtent. Ce n'est pas ça du tout. Donc, dans le cadre des Ventea, vous avez vu la puissance, c'est 1 mégawattheure, en fait 2 mégawatts pendant une demi-heure. On va tester en fait un stockage qui est un stockage multiservice et multi-acteurs parce qu'on est convaincu que d'un point de vue technique, probablement c'est là qu'on va apporter des solutions intéressantes qui vont pouvoir répondre à des besoins du producteur éolien, mais aussi à des besoins des utilisateurs ou aux besoins des fournisseurs ou à des besoins réseau. Donc on est en train d'expérimenter ça aussi. Et enfin, quelque chose qui vous intéresse en tant que producteur éolien, on est en train de travailler sur les échanges d'informations beaucoup plus fluides entre les producteurs et puis les distributeurs. Vous savez aujourd'hui, et je pense que c'est un sujet sur lequel vous avez tendance à nous interpeller, et vous avez tout à fait raison, que le dimensionnement des réseaux est fait de la façon la plus défavorable. Donc aujourd'hui, on dimensionne pour des situations où les éoliennes injectent et les consommateurs ne consomment pas, ou bien où les consommateurs consomment et les éoliennes n'injectent pas. Et donc, en fait, on est aussi en train de travailler sur Ventea, sur l'effet d'avoir des échanges d'informations par rapport à l'état des réseaux et pouvoir avoir un dimensionnement des raccordements qui prennent en compte les conditions qui permettent d'avoir un meilleur fonctionnement pendant la durée la plus longue possible. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les IDIE. Aujourd'hui, avec les DIE qu'on met en place quand on raccorde des parcs éoliens, on est dans une logique tout ou rien, c'est-à-dire il y a trop d'injections, on coupe. DIE pour les journalistes qui sont dans la salle. Oui, bon, en fait, c'est le système de régulation qui nous permet de communiquer avec les parcs éoliens. Donc là, en fait, c'est un système qui permet d'avoir une communication d'informatique à informatique, d'ESCADA à ESCADA, pour faire en sorte qu'on puisse avoir des informations des productions pour les parcs éoliens qui ne soient pas du tout ou rien, mais qui aient une modulation. Donc c'est beaucoup plus intelligent dans la durée et ça permettra à terme d'avoir un dimensionnement des raccordements éoliens et des postes sources qui reviennent moins cher pour la collectivité. Mais comme je vous dis, là c'est un projet qui est un projet AMI avec l'ADEME, qui est un projet qui est en phase de recherche. Pour l'instant, on est vraiment dans l'expérimentation des solutions techniques possibles. J'ai un très bon espoir que ce projet qui sera fini en 2015 nous permette rapidement à trouver des solutions abouties et qui puissent être déployables rapidement sur les réseaux.
Et là, les développeurs éoliens se disent, mais si tous les directeurs régionaux de RDF travaillaient comme Carmen Munoz, ça changerait bien la face du programme éolien français. Ah, pour ce motif-là, je crois que vous pouvez l'applaudir. Ronan Dantec, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Vous êtes en pleine démarche, enfin même si ce n'est pas encore devant les sénateurs, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va arriver là, ça va arriver même peut-être beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Pour l'instant, vos collègues de l'Assemblée sont en train de regarder. Alors, a-t-on une chance de voir les choses avancer plus vite avec ce projet de loi? Oh ben oui, quand même. J'espère que vous êtes convaincus qu'il y a un avant et après projet de loi, parce que si on a fait tout ça pour arriver à ce genre de questionnement à ce stade, c'est un peu déprimant. Surtout que là, j'étais plutôt de bonne humeur. Enfin, on était dans une grande success story presque une euphorie, entre la Picardie et Champagne-Ardenne. Vous auriez presque pu faire une région commune, au moins au niveau éolien. Mais oui, non, la question, je crois, n'est plus celle-là. Pour redire un mot de cette loi dont on commence quand même à voir un petit peu les contours, même si on peut avoir quand même encore quelques mauvaises surprises. On en a eu déjà une la nuit dernière. Donc rien n'est encore tout à fait acquis. Je crois que c'est une loi qui est en train de dire que le meilleur gagne. En ce sens, c'est quand même une loi nouvelle en France. C'est-à-dire, d'abord, le débat qu'on a eu pendant 2 ans est assez unique dans l'histoire française. C'est-à-dire on n'a jamais discuté collectivement d'énergie. Les grandes décisions ont toujours été prises dans de tout petits cénacles d'ingénieurs ou de quelques politiques. Et pour la première fois, pendant 2 ans, à peu près tous les acteurs ont débattu, se sont opposés. Les lobbies n'ont pas disparu, quels qu'ils soient, mais on a quand même un petit peu bouger le logiciel français sur l'approche de la question énergétique. Et derrière, on a une loi qui n'est peut-être pas encore pétrie de certitude sur le fait qu'à terme, comme dirait Ban Ki-moon, on va vers le 100% énergie renouvelable dans le monde, parce que c'est quand même ça la perspective mondiale qui est portée. Regardez le sommet de New York le 23 septembre. On n'y est peut-être pas encore, mais en tout cas, je pense qu'il y a un relatif consensus, au-delà des positionnements des uns et des autres, sur le fait de dire il faut maintenant ouvrir le champ des possibles et on verra bien dans les 5-10 prochaines années qu'est-ce qui va s'imposer, qui va gagner. Donc c'est un moment de compétition un peu nouvelle. Et c'est un peu la même chose pour l'automobile d'ailleurs. C'est assez intéressant ce qui se passe sur l'automobile, où on revient un peu à la belle époque, où il y avait sur la route des tas de systèmes différents. Il y avait du thermique, il y avait de l'électrique, et puis à un moment, il y a un système qui s'est imposé. Je pense que pour l'énergie, on revient un petit peu, et notamment pour l'électricité, on revient un peu à ça. On ouvre un certain nombre de possibles, et puis on va bien voir qu'est-ce qui va s'imposer au final. Après, malgré tout, quelques points. Moi, je trouve quand même, y compris dans les exemples et la manière dont on en parle, on reste encore un peu franco-français. On a encore cette approche franco-française de l'électricité qui ne correspond quand même pas tout à fait aux enjeux. Enfin, c'est notre difficulté, un des challenges principaux qui est quand même sur la table pour les tout prochains mois, avec y compris une nouvelle vice-présidente et un nouveau commissaire européen qui n'était probablement pas mon candidat, mais il a été un peu confirmé cet après-midi. Il va falloir quand même inscrire l'histoire française dans une logique de rationalisation et de planification européenne. Planifier l'électricité en France dans une planification européenne, c'est quand même un changement de paradigme. Je ne suis pas sûr que tout le monde en soit encore tout à fait ni convaincu, ni conscient, ni enthousiaste. Donc ça, c'est quand même une des premières difficultés. La deuxième difficulté, c'est que, donc on a vu un certain nombre de success stories territoriales, elles existent. Néanmoins, ça ne dit pas la planification nationale. Alors, Laurent Michel a l'air, je pense, est parti. Je pense que je voulais juste lui dire qu'il n'a pas fini. C'est-à-dire, il vient de travailler beaucoup sur cette loi. Néanmoins, la fin de l'histoire, il y a 2 moments de vérité. La loi, c'est quand même un moment de vérité, et la PPE, fin 2015, qui est l'autre moment de vérité.
Donc moi, je suis assez fier qu'avec avec Denis Baupin, qui, lui, est dans les amendements jusqu'au cou, et que je salue, on est quand même négocié, parce que ça s'est fait quand même à la dernière minute, les médias en ont parlé, tout le monde sait que nous avons négocié dans la dernière nuit avec le gouvernement pour que la loi soit écolo-compatible, une PPE à 10 ans. Au départ, ce n'était pas prévu, ce qui était absolument débile. Hein. Je permets ce mot simple, mais une PPE à 3 ans, c'était d'une absurdité totale. Il n'y a aucun investissement sur l'énergie à 3 ans. Donc la technostructure elle-même était convaincue que ce choix politique n'avait aucun sens. Donc on est remonté sur une PPE à 10 ans. Il va falloir, donc, après l'adoption de la loi, que l'ensemble des acteurs, je suis venu un peu délivrer notamment ce message, que l'ensemble des acteurs se battent vraiment pour une PPE qui soit claire, cohérente, y compris avec la dimension européenne, qu'on sache donc où est-ce qu'on tire les câbles. Et ce n'est pas que du territorial. C'est-à-dire, c'est pas juste, on ne va pas juste additionner les schémas régionaux pour y arriver. Il va falloir avoir une vraie vision nationale. RTE devra aussi se poser des questions, parce que là, on est sur 10 gigas, mais si on veut tenir nos 50% en 2025, c'est quand même plusieurs dizaines de gigas qu'il va falloir connecter. Donc on va être quand même sur du très lourd. Donc où est-ce qu'on met les investissements lourds? On voit bien que finalement les grands lieux de production se dessinent. La Picardie est évidemment un grand lieu de production, la région centre aussi. Est-ce que les câbles vont tenir? Enfin, j'oublie pas Champagne-Ardenne. Il faut vraiment qu'on ait cette PPE de manière cohérente, et derrière, les dynamiques régionales fonctionneront. Donc moi, je crois que on a remporté des victoires, je dis on, parce que je pense qu'on est tous convaincus ici que le renouvelable est l'avenir de l'humanité. Donc on a gagné vraiment des choses. On n'a pas tout gagné, mais il ne faut pas penser que le combat s'arrête à la loi. Le combat, on peut faire une pause après la PPE. Là, on peut prendre quelques jours, mais tant que la PPE n'est pas passée, on n'y est pas. On n'y est pas. Et donc moi, j'entends bien les dynamiques régionales, elles sont importantes, mais tant qu'on ne sera pas sur un schéma national cohérent et connecté au niveau européen, il va nous manquer plein de choses. Vous venez d'évoquer à l'instant des investissements lourds, s'il en est. Le projet de loi prévoit l'ouverture du capital des projets aux riverains. Est-ce que vous sentez cette demande de financement participatif poindre le bout de son nez, notamment sur votre circonscription de Loire-Atlantique ? Oui, alors j'étais avec justement un projet ce lundi. Vous êtes plus qu'informés, ça m'inquiète même presque. Et ils étaient inquiets, parce que justement, ils n'avaient pas la totalité de la visibilité sur le nouveau tarif ex-post, ex-ante. Vous avez dû en discuter longuement ce matin ou dans les couloirs. Pour l'instant, ils ne le voient pas. Donc moi, je pense même qu'on va avoir pendant quelques semaines, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps, un petit peu de déstabilisation de l'ensemble de ces projets. Parce que là, ils ont plutôt perdu en visibilité. Bon, ça va revenir assez vite, normalement. Mais moi, je suis absolument convaincu que l'investissement citoyen, y compris sur l'éolien, donc là, j'avais dans mon bureau des gens qui viennent du milieu associatif, somme toute assez classique, qui jusqu'à présent géraient des petites associations et qui là sont à chercher 20 millions d'euros, un peu du jour au lendemain. Et ils sont assez optimistes sur le fait de trouver les 3-4 millions qui vont amorcer les 15 millions bancaires. Donc ça peut aller extrêmement vite sur l'investissement citoyen. Ça, je pense que la France, c'est une remarque qu'on se fait assez régulièrement. Si on prend le développement de l'informatique, si on prend le développement du mobile, la France a toujours été un pays en retard. C'est-à-dire, les nouvelles technologies ont toujours du mal à arriver. Et on compare avec les autres, on se dit, on a un taux d'équipement d'ordinateur plus faible, on a un taux de développement du mobile plus faible. Et ça, c'est un moment. Et puis, on rattrape d'un coup. Et on rattrape d'un coup. Et tout d'un coup, on se dit, oui, effectivement, il faut y aller. Et ça va assez vite. Ça peut faire la même chose sur le renouvelable et sur l'éolien, y compris en épargne citoyenne. Les dynamiques peuvent être extrêmement rapides. Sauf que s'il y a des dynamiques partout et qu'il n'y a pas les tuyaux, les branchements et un mécanisme de capacité européen, évidemment pas français. J'espère que plus personne dans la salle pense que le mécanisme de capacité peut être national. On est d'accord ? On est d'accord. Si on n'a pas tout ça, ça va gripper. Alors que si ça ne grippe pas,
C'est quand même une fantastique aventure française, une énorme création de richesses et d'emplois, dans un moment où on en a besoin. Donc on est dans ce moment-là, vraiment au milieu du gué. Donc, moi, je ne viens pas dire on a gagné tout ce qu'on avait à gagner. Non. On a remporté des victoires, il y a encore des points de fragilité, il y a des lobbies forts qui vont encore engager leurs troupes. On espère juste que la cavalerie chargera au mauvais moment comme à Waterloo. Et il faudra gagner à la fin, et la fin, c'est fin 2015, au moins pour cette séquence-là. Y compris inscrire, c'était un autre message important que je voulais vous passer, inscrire le développement de l'éolien comme un atout français. C'est-à-dire, si vous reprenez ce qui s'est passé sur le photovoltaïque quand les décisions de Nicolas Sarkozy ont massacré la filière, finalement, la filière n'a pas eu tellement de capacité médiatique à dire on tue l'emploi en France. Il me semble que le syndicat des énergies renouvelables, dans les gens qui sont membres, a quelques capacités. Il faut anticiper le risque politique qui existe, que demain, imaginons un autre gouvernement, d'autres présidents de région, ça se grippe. Il faut absolument que les citoyens, les électeurs, aient passé un message en disant vous ne touchez pas à ces dynamiques économiques-là dont on a besoin. Et il faut vraiment gagner ce message-là. Parce qu'une grande partie encore de l'image du renouvelable, et notamment de l'éolien, c'est un peu de participer d'un spot global, d'un producteur énergétique assez diversifié qui ne ferait pas que du renouvelable. Je sais pas, vous voyez un peu comment tournent les pales dans les spots publicitaires. Il faut absolument qu'il y ait des campagnes très fortes vers le citoyen lambda, pas vers ceux qui sont déjà convaincus, pour dire, voilà, on crée énormément d'emplois, on est une richesse française, n'y touchez plus. Parce que ça, c'est pas encore gagné non plus. Là, on est à peu près visible jusqu'à fin 2015, on n'est pas visible après. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre enjeu qui me semble vraiment extrêmement important aujourd'hui. Donc il faut rester extrêmement mobilisé à ce stade. Merci, monsieur le sénateur, pour ce point de vue. Vous venez de parler de vos administrés qui vont aller chercher 3 millions d'euros et les utiliser pour un effet levier vers de la dette. Il faut qu'ils trouvent 20 millions d'euros au bout du compte. On va demander aux banquiers ce qu'ils en pensent. On va commencer avec Bertrand Fontaine, qui est directeur régional Nord-Pas-de-Calais de BPI France. Alors, une première question pratico-pratique. Comment ça fonctionne maintenant, BPI France? Est-ce qu'on capitalise toute l'expérience d'Oseo qu'on apporte sur l'hôtel de BPI? Et est-ce que ça permet d'aborder sereinement le marché de l'éolien? Alors, effectivement, on capitalise directement sur cette expérience Oseo, puisqu'en fait, le marché de l'éolien, ça a commencé globalement à prendre une vraie signification chez nous dès 2002. Et pour être clair, on a déjà aujourd'hui des parcs qui sont entièrement remboursés. Donc c'est quand même déjà une histoire qui, pour nous, s'inscrit dans le temps. Et ça, c'est extrêmement important de s'inscrire dans le temps. On n'est pas tout seul. Depuis le début, vous avez Oseo, qui maintenant donc fait partie de BPI France, au même titre que les structures fonds propres de la Caisse des dépôts, qui ont toutes été confiées à BPI France lors de sa construction il y a 18 mois. Et puis, on agit dans le domaine de l'éolien avec d'autres acteurs, toujours en partage. On finance tous les parcs en partage, et en l'occurrence avec des acteurs que vous devez connaître les uns les autres, type Énergéco, Unifergie, Crédit Coopératif. Voilà. Mais finalement, très peu d'acteurs. Ce sont les 5 mousquetaires financiers de la planète énergie renouvelable, enfin de la France des énergies renouvelables. Un Point petit barre, peu terminé, là, il n'y a plus personne d'autre. Parce que sur la partie terrestre, depuis ces douzaines d'années, en fait, effectivement, ces acteurs-là ont adhéré directement au projet de financer le renouvelable, se sont lancés dans l'aventure, et puis au moment où d'autres acteurs bancaires auraient pu nous rejoindre, c'était vers mi-2008, eh bien, au moment où ils commençaient à s'intéresser, à se dire finalement c'est pas mal ce business, on pourrait peut-être y aller aussi. Ça commence à être, on a passé le cap des incertitudes technologiques de départ. Voilà, on commence à avoir une vraie visibilité. Il y a eu évidemment l'événement Lehman Brothers qui a fait que chacun est revenu sur son territoire et sur son terrain d'affection. Et on est resté donc effectivement ces 4-5 établissements bancaires à représenter à peu près 80% du financement, 90% du financement de l'éolien en France. Ce qui est intéressant, c'est que ces mêmes acteurs, vous les retrouvez aussi sur le photovoltaïque et la méthanisation. Donc je dirais qu'il y a aussi une courbe d'expérience qui se met en place de financement de projets. Parce que ce qui est spécifique à l'éolien, ce que nous avons appris, nous, sur l'éolien, au niveau d'Oseo et maintenant BPI France, c'est à financer des projets avec ce qu'on appelle un risque projet. C'est-à-dire que les investisseurs apportent des fonds propres, en général autour de 15-20%, et puis les banquiers prennent 80-85% du risque. Et si jamais il y a un échec
sur cette ferme éolienne, nous ne sommes pas remboursés. Donc nous devons vraiment analyser le projet, non pas en nous disant on prête qu'aux riches, justement, c'est pas du tout ça. On analyse le projet en disant on ne prête qu'aux beaux projets, qu'aux projets qui tiennent la route, qui sont bien construits. Alors, par rapport à ce qui s'est dit avant, nous n'intervenons que lorsque on va dire, le périple administratif est derrière nous, qu'une fois que toutes les autorisations administratives sont obtenues. Donc ça, c'est plus les délais sont courts, mieux c'est pour les développeurs. Pour nous, ça ne change pas grand-chose, puisque de toute façon, on n'interviendra qu'une fois que ces autorisations administratives sont toutes purgées de tout recours, parce qu'on ne peut pas se permettre de financer un projet s'il y a encore des risques de recours. Donc, on en finance comme ça beaucoup. Ça représente sur 2013 à peu près 350 mégawatts qui sont financés en France en projet éolien, rien qu'au niveau de BPI France, donc c'est pas neutre. Et bien sûr, il faudrait cumuler ceux de nos confrères. Donc, une courbe d'expérience qui s'est faite, je dirais une démarche qui s'est élargie sur d'autres énergies renouvelables, toujours une notion de financement de projet, donc c'est extrêmement important, et ça nous a permis de construire un modèle qui aujourd'hui fonctionne très bien. Est-ce que les règles du jeu sont suffisamment claires maintenant pour les banquiers? Laurent Michel a dit ce matin, maintenant ça y est, le tarif, il est là, il est accepté, il est validé, et pour un moment, est-ce que ça suffit à rassurer les banquiers? Alors c'est vrai qu'il y a une période où il y a une grosse incertitude sur le tarif. Au niveau de BPI France, on avait fait le choix d'accompagner tous nos clients, c'est-à-dire de continuer à les accompagner, on les connaissait depuis longtemps, et de continuer à les accompagner malgré cette incertitude. Nos chiffres ils ont un peu baissé parce que nos clients ont diminué le nombre de projets, puisqu'ils partagent le risque avec nous. Eux-mêmes ont parfois décalé des projets dans le temps en se disant c'est peut-être pas le moment avec cette incertitude. Aujourd'hui, on a bien sûr un retour plutôt en grâce du nombre de demandes de projets, mais on n'a jamais vraiment, on n'a jamais dit stop en tous les cas. On a toujours continué à accompagner. On est tout à fait contre les politiques de stop and go et on souhaite accompagner dans la durée. Alors aujourd'hui, la visibilité, elle est indispensable, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte au moment où vous financez un projet, c'est savoir la règle du jeu. Donc vous avez besoin de savoir une règle. La règle aujourd'hui, c'est une tarification qui est très claire sur une durée assez longue et qui nous permet aujourd'hui de financer de façon, je dirais, vraiment standard et sans difficulté particulière les projets. À partir de 2017, on va voir comment les règles vont s'inscrire. Peut-être que si ces règles vont dans le sens de plus d'incertitude sur la tarification, ça nécessitera un rééquilibrage des projets. Le rééquilibrage, c'est que probablement, on imagine, parce que pour l'instant on attend de voir un petit peu comment les règles vont s'écrire, on imagine que la partie fonds propres sera un peu plus importante et la partie prêt sera probablement moins importante. Et il est probable que nous créions des outils pour accompagner en fonds propres, pour accompagner les investisseurs en fonds propres. Comment ça va se passer la structuration des acteurs? S'il y a moins d'acteurs éoliens, on le constate presque déjà, vous allez avoir moins de clients, vous allez être obligé de faire des pools bancaires. Comment est-ce que vous-même, vous allez vous structurer face à cette structuration du jeu d'acteurs? Alors, ce qu'on peut penser, c'est que de toute façon, il y a une concentration un petit peu du marché qui s'opère déjà un petit à petit. Je crois qu'elle est un petit peu lancée et que cette concentration risque de s'accélérer effectivement au regard des changements de règles. Les plus petits acteurs probablement lèveront le pied et ça sera au profit des plus gros acteurs. Il reste quand même aujourd'hui, je pense qu'on a la chance en France d'avoir quand même pas mal d'acteurs de taille suffisante pour pouvoir s'adapter au marché de demain. Donc nous, on considère qu'on n'est pas menacé à ce niveau-là. Par contre, les projets probablement seront de plus en plus gros, même si sur le côté terrestre, on voit bien qu'on ne peut pas faire toujours des projets de plus en plus importants, puisqu'il y a des limitations liées au territoire. Par contre, on va retrouver des projets beaucoup plus importants dans un second temps sur la partie offshore, bien sûr. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il y a 5 acteurs, grosso modo, 4-5 acteurs. 4-5 acteurs français. Il y a 2-3 acteurs étrangers aussi qui viennent aussi de temps en temps financer à nos côtés. Vous expliquez ça comment? Ils ont pas osé partir sur le financement de projet. Finalement, on cherche depuis très très longtemps qui finance Vandecoller, mais ils vous ont bien rendu service, là, Vandecoller. Ils ont foutu la trouille aux autres banquiers et du coup, vous restez tranquille sur un marché plus resserré. Mais voilà, tous les cas, qui finance Vandecoller. Nous restons dans une bonne relation en tous les cas avec les développeurs. Je pense que la plupart des développeurs qui sont présents ici connaissent BPI France dans leur région. En plus, on a mis en place un système très simple. Quand un développeur travaille avec son interlocuteur dans sa région, son interlocuteur BPI France va suivre ce développeur partout, qu'il ait des projets dans le centre, en Picardie, en Champagne-Ardenne. Donc, on considère que ce qui est important, c'est la relation de connaissance. Donc, une fois qu'on est en relation avec un développeur dans une région, c'est le chargé d'affaires chez nous de la région qui accompagnera son développeur partout. Donc ça marche très bien. Donc c'est vrai qu'on est dans une relation de confiance parce que les développeurs, on les suit pendant des années. Vous le savez, au début, les développeurs ne gardaient pas les projets. L'aventure de l'éolien, c'est que d'abord, les tout premiers développeurs,
ils n'avaient pas le choix que de vendre les projets, puisqu'ils avaient développé pendant 4-5 ans, ils n'avaient rien touché, puis à un moment donné, ils sortent un projet, les premiers projets ont tous été vendus, puisqu'il fallait bien qu'ils récupèrent un peu d'argent pour on va dire, se refaire d'une certaine façon. Et puis ensuite, ils ont accumulé un petit peu plus de trésorerie, ils ont pu se dire, on va développer pour notre compte, et on les a suivis dans cette aventure depuis une douzaine d'années, et aujourd'hui, effectivement, sont souvent soit des développeurs, soit des grands énergéticiens qui ont le plus de parcs installés. Alors à l'instant, vous nous avez parlé des 5 mousquetaires du financement de projets en France. Vous n'avez pas cité votre voisin, HSBC. Michel Andrévol, chef de projet finance chez HSBC. Pourquoi est-ce que vous n'intervenez pas? Il y a trop d'incertitudes sur le développement de projets. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pense pas que ce soit l'incertitude qui explique la situation, c'est plutôt la taille des opérations. Moi, je représente un grand groupe bancaire international qui travaille dans beaucoup de pays et on fait du renouvelable dans plein de marchés différents. On a travaillé par exemple avec EDF au Mexique. On regarde des projets au Royaume-Uni, dans d'autres pays. La principale raison qui explique pourquoi HSBC est resté pour l'instant un peu à l'écart du marché français, tout en étant un observateur attentif, c'est la taille des opérations qui n'est pas très importante. Et on ne constate pas, alors à tort peut-être, mais on ne constate pas un manque de liquidité pour financer les projets éoliens en France. Alors, il est clair que l'incertitude qu'il y a pu avoir sur l'arrêté tarifaire a refroidi un certain nombre d'acteurs du monde du financement de projets. Mais la situation aujourd'hui est en train de s'améliorer. Je pense qu'elle est maintenant en voie de stabilisation. Donc, je pense que la principale explication et la principale réponse à votre question, c'est la taille des opérations. Et donc aujourd'hui, nous, ce qui nous motive... on va vous voir arriver sur l'offshore, du coup. Voilà. Ce qui motive une banque comme la mienne, c'est l'arrivée des projets d'éolien en mer qui vont requérir des investissements absolument énormes et qui vont, je pense, faire que le financement de projets d'énergie renouvelable va changer complètement de dimension. On va passer on va parler de financement de plusieurs milliards par parc. Il va falloir aller chercher des banques bien au-delà des 5 ou 6 acteurs traditionnels du financement de renouvelables en France. Il va falloir aller chercher des nouvelles techniques de financement probablement. Il va falloir mobiliser probablement aussi des acteurs publics, et je pense notamment que la BPI a un très grand rôle à jouer dans le financement des projets d'éolien en mer. Donc c'est ça qu'une banque comme celle que je représente aujourd'hui regarde sur le marché français. Et les projets, ils ont déjà démarré, vous êtes déjà sollicité? Alors, ne nous donnez pas de nom, pas encore. C'est pas très difficile de savoir auprès de qui aller se placer. Mais les projets, oui, les projets ont été attribués. L'appel d'offres a eu lieu. Les projets sont en cours de développement. Le temps du financement viendra quand les développeurs le décideront. Vous dites qu'il faut aller chercher des financements ailleurs. Dans votre acronyme Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, est-ce que ça veut dire que vous allez aller chercher des financements asiatiques? Ça peut être une des solutions qu'on peut regarder, même si au cas présent, le cas présent de l'éolien offshore français, je pense, va limiter le recours à des financements export qu'on a pu voir utiliser avec beaucoup de succès dans d'autres pays, notamment en Allemagne ou à Benelux. Mais ça peut faire partie des solutions. Il y en a plein d'autres. Il y a aujourd'hui des mouvements de fonds dans le financement de projets, notamment l'arrivée de nouveaux acteurs non bancaires, des compagnies d'assurance ou des fonds d'investissement spécialisés dans les produits de dette qui aujourd'hui s'intéressent de très près à ces objets. Il y a par exemple un produit que HSBC développe avec beaucoup de conviction en France, qui sont les obligations vertes, les fameux green bonds, qui sont aujourd'hui utilisés plutôt pour financer des entreprises que des projets directement, mais qui pourraient peut-être un jour trouver leur application sur un parc éolien. Voilà, donc ça fait partie des outils qu'on regarde et qu'on cherchera à mettre en œuvre auprès des développeurs de ces grands projets d'éolien en mer. Parmi les outils que vous regardez, vous surveillez le projet de loi de transition énergétique. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous surveillez de plus près? Ou si ce n'est le projet de loi de transition énergétique, est-ce que vous regardez l'évolution des modes de soutien et qu'est-ce que vous attendez?
Oui, alors on suit ça de près, on participe à des groupes de travail qui réfléchissent sur donc la problématique générale du financement. Quand on parle du renouvelable, je pense que la première des préoccupations des banques, c'était l'arrêté tarifaire et les conséquences que ça pouvait avoir sur le développement des projets. Ça, je comprends aujourd'hui que ce qui devait être fait a été fait, et donc le risque est maintenant derrière nous. Je pense que la France a de très grands atouts pour développer des projets en général, et particulièrement dans ce secteur-là. Il y a un cadre contractuel et un cadre juridique qui est stable, on est un pays de droit où le gouvernement français honore sa parole, honore ses contrats, et ça c'est très important. Il y a un soutien des autorités politiques qui est constant. Je pense notamment à l'éolien en mer qui a été lancé en 2011 et qui a été sans cesse confirmé comme étant une priorité pour les autorités. Il y a évidemment des industriels qui sont des géants à l'échelle internationale dans leur secteur qui développent ces projets. Donc toutes les conditions sont réunies pour que le financement se passe dans de bonnes conditions. Ronan Dantec, réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Alors on vient de parler de réglementation, on vient de regarder comment auprès des services déconcentrés de l'État c'est en train de se mettre en place, et on a applaudi la Dreal Picardie, les deux Dreal qui étaient là pour montrer que sur le terrain, elles pouvaient se mobiliser pour que ça se passe bien. On a vu le raccordement aussi, on a dit tout à l'heure, le raccordement ça coince. En fait, on se rend compte avec Carmen Munoz que non, ça peut très bien se passer. Quand on le veut, on peut. Et puis les deux banquiers qui sont là, qui depuis longtemps y est, qui hésite encore, mais qui va y aller. Toutes les conditions sont réunies. Là, quand même, vous repartez un peu optimiste. Là, vous avez appris 2-3 choses sur ce qui se passe concrètement sur le terrain. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Donc, si vous êtes en train de me dire qu'il y a les technologies, il y a les dynamiques sur le terrain et il y a les financements, je vous réponds oui. Mais c'est pas une bulle à part. C'est dans un monde avec d'autres intérêts, d'autres logiques énergétiques. Et la question, c'est comment tout ça s'articule. C'est-à-dire que je crois que vraiment aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse un vrai effort pour se dire c'est quoi l'articulation globale du système. La question du mécanisme de capacité, de la place du thermique dans le système, par exemple, elle est posée. Là, on parle de l'éolien. On sait très bien qu'il nous faut quand même du mécanisme de capacité. Il nous faut plus d'interconnexions pour vérifier, parce qu'évidemment, plus il y a d'interconnexions, plus ça limite les endroits où il n'y a pas de vent. Tout le monde l'a compris. Est-ce qu'on tire le câble de l'Irlande vers la Bretagne, qui pourrait d'ailleurs réduire les besoins de capacité en Bretagne? Enfin, je ne rentre pas dans ce débat technico-polémique. Je pense que notre problème aujourd'hui, c'est bien comment la brique éolienne s'inscrit dans une stratégie d'ensemble, alors qu'on sait qu'on est encore dans un monde où la stratégie éolienne est vécue, notamment beaucoup de parlementaires, vous verrez au Sénat comment ça va se passer, comme étant plutôt en compétition avec d'autres systèmes, notamment le système nucléaire, mais pas seulement. À l'échelle européenne, c'est avec le système charbon, plus qu'avec le système nucléaire. Donc, notre questionnement, à partir du moment où on a créé les dynamiques, qu'on a créé les conditions sur le terrain, qu'on a créé les conditions financières, qu'on voit bien que la technologie aujourd'hui est une technologie mature, au moins pour le terrestre. Moi, je crois beaucoup au terrestre. Moi, je pense qu'il ne faut pas du tout déserter le terrestre, qui marche. On a quand même de grands espaces, de grandes plaines qui sont des gisements énormes. Je ne sais pas jusqu'où pourrait aller la Picardie si on allait au bout du potentiel Picard, mais ça devrait être tout à fait considérable. Prenez un micro. Oui, voilà. Donc multiplié par 20 régions françaises, enfin, toutes n'ont pas le même potentiel, mais on peut arriver à des résultats tout à fait conséquents. Non, notre question, c'est bien le système global. C'est bien le système global. Et c'est là-dessus qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille et qu'on réussisse. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt à un moment, mais la PPE, je vais me répéter, doit quand même le dire. Et là, l'État doit prendre ses responsabilités. Écrire une histoire où l'ensemble des acteurs voient quelle est leur place présente, future. Moi j'étais quand même surpris, et c'est vraiment une situation française très étonnante, par la perte, vous le répéterez à Laurent Michel, mais il connaît ma position,
par la perte de planification de l'État. C'est-à-dire qu'on a perdu progressivement, peu à peu, l'idée d'une planification au mieux des intérêts du pays en termes énergétiques. Et on l'a sous-traité à quelques grands opérateurs, je ne les citerai pas. Et aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui est intéressant dans la loi et dans l'ensemble de la dynamique en cours, on voit bien que l'État comprend qu'il est obligé de reprendre la main, y compris parce que derrière, il négocie à Bruxelles, il va falloir trouver l'équilibre d'ensemble. Il en avait perdu en partie la capacité, on l'a vu dans le débat. Donc je pense qu'il va lui falloir un peu de temps pour retrouver cette capacité-là, et qu'effectivement, derrière, c'est une articulation des échelles territoriales, c'est une articulation des acteurs économiques, et c'est un moment assez passionnant, y compris de resécurisation de l'avenir industriel français, dans le fait de montrer que les acteurs ne sont pas en compétition les uns contre les autres, ou à essayer de préserver leur champ acquis ou leur champ en devenir, mais que voilà, on est capable de se mettre d'accord sur un scénario apaisé au mieux des intérêts du pays. C'est ça qui est sur la table. On n'y est pas encore, mais je pense que la fin de l'histoire, et notamment à travers la qualité de la PPE, dira cette capacité française à sortir d'un morcellement qui est très très fort aujourd'hui, et l'énergie là-dessus est une vitrine des difficultés françaises. C'est ce qui sera évoqué, non pas dans la table ronde qui va venir là tout de suite, mais celle d'après. Merci pour ce mot de la fin de la table ronde, à moins que quelqu'un veuille y ajouter quelque chose, non ? Merci mesdames, merci messieurs.